Merci, chers amis, bonjour. Le terme anglais French Theory, qui était sur le titre de l'intervention, n'est pas une façon de traduire simplement à plus bas, ouais, de traduire à moitié mon intervention. C'est un anglicisme voulu, utilisé en France comme une sorte de sobriquet quelque peu dépréciatif, pour montrer l'internationalisation et les distorsions inévitables que subit un courant de pensée d'origine française, principalement datant des années 60, dont les noms principaux sont Foucault, Deleuze, Barthes, Lacan, Derrida, Althusser. Donc il n'y aura pas d'anglais, peut-être ça fait du bien, mais j'ai renoncé à essayer de tenter de prononcer en portugais ou en espagnol, là je m'en excuse, mais je me suis dit qu'un éclairage dans le contexte, y compris linguistique, d'un courant philosophique pris in situ, pourrait vraiment apporter une pierre au débat. Alors, enfin, pourquoi vous embêter avec une théorie qui est venue d'un autre pays? Mais justement, c'est parce que c'est un courant de pensée international qui a des effets un peu partout, dans bon nombre d'universités. Un courant de pensée international venu de France, favorisé par les campus américains, auquel vous êtes inévitablement confronté à l'université, ici d'une manière ou d'une autre. Alors, il me semble quand même peut-être certainement moins ici qu'ailleurs, puisque si j'en juge par la qualité des débats, le fait que j'ai l'impression qu'on pratique ici, même si c'est difficile de comprendre, je lirai vraiment les actes, mais j'ai l'impression qu'on pratique ici un marxisme-léninisme bien compris, articulé, riche, apte à résister à ce genre de pression de cette idéologie French Theory, assez à la mode, qui se développe au contraire beaucoup dans les universités ailleurs, et qui favorise ce qu'on pourrait appeler une forme d'éclectisme gauchiste, de bonne aloi chez les étudiants, qui va puiser en fait autant à droite qu'à gauche, et dont le point commun est un anticommunisme farouche. Bon, mais je sais qu'en même temps, même ici, je veux vous dire qu'en France, j'ai rarement entendu les chants de l'Armée Rouge dans un amphithéâtre, ça fait assez plaisir. Mais je sais que bon, donc les pressions de ce courant de pensée via l'université américaine sont assez énormes, surtout donc dans les pays de langue latine où le français est quand même très lu. Mais ce qui est important, c'est pouvoir justement répondre sur leur terrain, simplement, puisqu'il y a toujours un chantage à la nouveauté, et il faut pouvoir montrer qu'on a du répondant, si vous voulez. Mais ça ne touche pas que les pays de langue latine. Alors, il se trouve que j'ai vécu plusieurs mois à Berlin. Là, j'ai vu un certain gauchisme allemand, pourtant dans un pays qui a quand même d'énormes ressources philosophiques. Je l'ai vu vraiment se repaître de cette French Theory, disserter par exemple savamment sur la biopolitique du pouvoir de Foucault, pendant que dans le même temps on mettait au pilon un nombre incalculable de livres de RDA. Bon, pendant qu'on réduisait en fait ce pays, première expérience socialiste sur le sol allemand, à un statut de pays colonial ou de mezzogiorno, comme en Italie, le même processus, la mezzogiornisation du Sud. Donc dans ce contexte anticommuniste qui tourne à l'hystérie en Allemagne. Bon, donc cette French Theory, je l'ai vu s'emparer de certains campus. Alors on sait que les idées deviennent une force matérielle quand elles s'emparent des masses. Bon, qu'est-ce que ça fait quand elles s'emparent des campus américains? C'est-à-dire, c'est loin d'être les masses, c'est peut-être même le contraire des masses. Bon, c'est ce qu'on va essayer de voir. Bon, alors, tentons une définition. J'ai déjà dit quelques noms. Bon, essayer de définir la French Theory, d'autant plus qu'on n'a pas énormément de temps imparti. Essayer de la définir, c'est répondre à un certain nombre de problèmes philosophiques qu'elle suscite. Bon, déjà, je voulais dire, il y a quand même une certaine légitimité à essayer de les mettre dans le même panier, si je peux reprendre cette expression péjorative. Ça fait partie du travail du concept. Hegel se moquait des gens à qui... un médecin disait à un homme, si vous voulez guérir, mangez des fruits. Et l'homme meurt parce qu'il n'a trouvé que des pommes, des poires, des fraises, aucun fruit. Bon, on a une légitimité à essayer quand même ça fait partie du travail intellectuel que d'essayer de voir leurs points communs. Alors même si c'est vrai qu'effectivement, déjà, le passage par les États-Unis a entériné une certaine décontextualisation, une vulgarisation qui fait il faudrait aussi restituer la pensée de chacun dans leur légitimité complète.
mais il est aussi important de voir les effets politiques que ça a. Alors, première remarque sur cette French Theory, elle rentre dans le cadre d'une résistance dans ce qu'on pourrait appeler la philosophie continentale, contre une philosophie beaucoup plus anglo-saxonne, marquée par le tournant linguistique, la philosophie analytique, un certain méthodologie de l'individu comme point de départ. Ça, c'est son côté vraiment le plus sympathique, à mon avis. Et il se trouve, justement, il ne faut pas faire l'erreur quand on l'attaque, il faut voir aussi cet aspect-là. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, c'est souvent... Elle s'oppose, à mon avis, à quelque chose de bien pire, qui est une idéologie complètement libérale. L'autre marqueur, et là aussi, qui est la source de beaucoup de mécompréhension, c'est le fait qu'à ce moment philosophique français des années 60, a succédé l'ère de ce qu'on pourrait appeler un néo-humanisme antitotalitaire. C'est faire déjà bien d'honneur que d'essayer de conceptualiser ça. C'est la grande période des nouveaux philosophes, bon, qui c'est même plus une philosophie, c'est une forme de refus de la pensée, c'est asséner de manière tout à fait moralisante l'idéologie dominante des clichés en matière historique. Mais c'était aussi un poisson pilote des États-Unis. Les États-Unis ont là aussi joué un rôle énorme de valorisation. On sait que c'est le Time qui a lancé les nouveaux philosophes en France. Là, ce matin, j'entendais Annie Laquaris parler de l'aspect subalterne de l'impérialisme français depuis bien des années. Et là, on voit comment, justement, il y a une sorte d'imbrication entre les deux impérialismes, tuteur américain et français, dans vraiment une complémentarité d'intérêts. Et c'est sûr que ce nouveau courant qui a achevé la French Philosophy, qui a succédé à la French Philosophy, a achevé de faire de Paris, comme disait Perry Anderson, ça je crois que la formule est très bonne, la capitale intellectuelle mondiale de la réaction, vraiment ensemble de matrices idéologiques. Je pense qu'il faut mesurer cet enjeu-là, alors qu'on était dans un pays relativement progressiste en termes d'acquis sociaux, hein, même si je n'ignore bien sûr pas que c'est un pays très impérialiste hein, à l'extérieur. Et donc ce qui a succédé à la French Theory le fait passer à contrario comme quelque chose d'assez progressiste, ce qu'elle n'est pas vraiment. Alors les Allemands ont un terme qui est très bon parce qu'il est conceptuel, c'est pas simplement une marque, ils parlent souvent de néostructuralismus, avec une certaine précision, une certaine rigueur, peut-être pour distinguer des apports là assez concrets d'un Jacobson, de Saussure, Lévi-Strauss, parce que le structuralisme qui est venu après, cette pratique dont font preuve, je sais pas, les Foucault, les Althusser, doit beaucoup plus à une forme d'anti-humanisme très excessif, qui doit beaucoup plus à la lettre sur l'humanisme de Heidegger. Quand on voit par exemple des énormes rodomontades comme le procès sans sujet althusserien, la mort de l'homme chez Foucault, là le terme de néostructuralisme prend tout son sens. Alors aujourd'hui on commence à avoir un certain recul sur ce moment philosophique français dans sa réalité, puisqu'on en voit les effets au niveau mondial. Il y a eu un certain nombre de livres intéressants, il y en a un qui s'appelle justement French Theory, c'est-à-dire avec l'anglicisme utilisé dans un contexte français, qui est un livre de François Cusset, de bonne sociologie, très renseigné. Mais vraiment, le gros défaut de ce livre, c'est extrêmement complaisant. On a l'impression que pour lui, c'est le nec plus ultra de la gauche. Il met dans le même sac, d'ailleurs, il pense que la French Theory se fait le défenseur de toute la philosophie continentale sans aucune nuance, c'est-à-dire de Hegel, Marx, Heidegger, Nietzsche, tout ça c'est pareil. Alors qu'au contraire, on va en parler, le gros problème c'est le départ qu'il faut faire entre les uns et les autres. Tellement complaisant que je l'avais entendu à Colonel Fabien, qui se trouve au siège du PCF. Il avait une morgue incroyable en disant vous les communistes marxistes, vous êtes des ringards, vous n'avez pas compris que la nouveauté de cette gauche-là, vous n'arrivez pas à en voir les... Il ne pouvait pas imaginer que des marxistes-léninistes pouvaient avoir des objections sérieuses à tout ce corpus. Voilà. Il y a eu un autre livre là, qui a eu un succès énorme qui s'appelle Imposture intellectuelle de Sokal et Bricmont, qui était très bien fait au sens où il y avait déjà eu une sorte de canular. Ces gens, ce sont deux scientifiques qui s'étaient moqués en fait, de l'utilisation un peu frauduleuse des concepts scientifiques par tous ces French théoriciens. Bon, deux scientifiques qui avaient pris un peu ces gens-là la main dans le pot de confiture.
Mais ce livre est laissé un peu sur la fin parce qu'il a une ambition forcément limitée, c'est-à-dire de s'intéresser aux distorsions d'un certain usage philosophique, d'un usage de concepts scientifiques dans le champ philosophique, mais on n'abordait pas vraiment ce que c'était en tant que philosophie. Même s'il y avait de bons termes, quand il parlait de double régression communautariste ou relativiste, il n'y avait pas que du faux dans leur... Bon, l'autre événement, c'est le retour, ou plutôt l'assomption d'un Alain Badiou, le penseur français aujourd'hui le plus traduit à l'étranger, qui était une sorte de second couteau, je ne pense pas lui faire de honte de ce courant. Il était beaucoup plus jeune déjà, mais qui est aujourd'hui le dernier représentant vivant de ce moment. Et aujourd'hui, le français le plus traduit à l'étranger, presque tous ses fonds de tiroir, si je puis dire, sont publiés chez tous les éditeurs gauchistes. Et lui, il défend complètement tout ce corpus. Il parle, avec Frédéric Worms, il parle d'un moment philosophique français des années 60. Il s'en fait véritablement le garant. Et j'allais dire, à l'extrême opposé, on trouve Michel Kouskar, penseur communiste. Il se trouve que je ne suis pas étranger à son retour, puisque je l'ai publié, enfin republié, il était publié aux éditions sociales, qui, contrairement à Badiou, ils sont tous les deux communistes, enfin ils se disent tous les deux communistes. Vous allez voir que c'est deux conceptions qui n'ont rien à voir du communisme, mais autant Badiou publie par exemple un petit panthéon portatif où il parle d'à peu près tous ces French théoriciens, petit panthéon portatif, vous voyez le terme, et il se trouve que Kouskar s'est opposé à tous ces penseurs sans exception de leur vivant. Donc on commence à avoir un certain bilan de ce moment-là, mais il me semble que le plus important pour le comprendre, c'est comprendre à quoi cette pensée philosophique a succédé. Le curseur, le marqueur le plus important, c'est l'anti-hégélianisme. Ça, et ça, ce qu'on ne voit pas du tout justement à Cussec, qui met tout ça dans le terme de philosophie continentale. Il faut être clair, Hegel et Marx vont être remplacés par Heidegger et Nietzsche. Donc, déjà, il faudrait donc faire retour sur la place de l'hégélianisme en France. Place de l'hégélianisme très très tardive. C'est important pour des... Enfin, il y avait un retard français dans la connaissance de Hegel, notamment si je pense par rapport aux Italiens qui lisaient Croce, Labriola, Gramsci, aujourd'hui l'école de Losurdo. En France, il y avait ce retard dans la connaissance de Hegel à cause d'une certaine germanophobie, qui s'explique pour des raisons historiques, et qui est particulièrement, dans le cas de Hegel, qui était quand même malvenu, parce que c'est peut-être le penseur allemand le plus francophile, admirateur de la Révolution française. Bon, donc mis à part l'époque de Victor Cousin qui traduit l'esthétique, Hegel n'est lu en France que très tardivement. J'en veux pour preuve la traduction de la phénoménologie de l'esprit qui date de l'après-guerre par Jean Hippolyte. Il y a eu le grand séminaire de Kojève qui était très connu mais, dans les années 30, mais qui était vraiment un séminaire pour initier, avec un aspect presque ésotérique. Mais donc, effectivement, c'était très tardif, mais il y a eu, sans doute à la faveur de l'après-guerre, ce grand mouvement. C'est difficile de le dissocier, là, sans faire de tout rabattre absolument sur le contexte historique, mais c'est difficile de dissocier ce grand moment hegelien de la victoire sur le fascisme. Parce que c'est vraiment une sorte d'hégaléno-marxisme qui marque l'université française des années 50, et pour lequel on peut éprouver quand même une certaine nostalgie. Donc, tout ça va être remplacé par un usage de Nietzsche et Heidegger. Alors, il faut comprendre que le Nietzsche et le Heidegger français, mon but est d'essayer d'expliquer, de remettre dans un contexte français pour comprendre comment cette idéologie a pu naître. Le Nietzsche et Heidegger qui sont passés en France dans les traductions ont été passablement édulcorés. Tout l'aspect absolument folkish de Heidegger n'apparaît plus. Par exemple, il faudrait relire, là où Adorno écrivait jargon der Eigentlichkeit, le jargon de l'authenticité, parce qu'il voyait bien ce qu'il y avait dans le discours heideggerien. Bon, tout ça, effectivement, c'est gommé par un certain nombre de traductions, par la partialité des traductions. Quand on pense qu'on traduit, par exemple, Nationalsozialismus par socialisme national pour éviter de dire national-socialisme, on comprend le truc qui est, enfin, la démarche qui est en jeu. C'est pareil, bon, pour Nietzsche, il y a toujours une tentative de gauchiser Nietzsche, qui est assez évidente en France, y compris sous prétexte de germanophobie. On s'est passé Nietzsche pour un penseur français, donc comme il était français et pas allemand, il ne pouvait pas être de droite.
Bon, tout ça, c'est vieux comme le monde. Alors, un nietzschéisme de gauche et un heideggerisme de gauche, mais tout ça servant une idéologie très à droite, hein, donc la lutte contre Hegel au plan philosophique, avec bien sûr Marx comme ligne de mire au bout du compte. Alors, j'ignore pas les controverses entre Hegel et Marx, hein, je dis pas qu'elles n'existent pas, que c'est pas la même chose, mais je pense qu'on peut prouver que la lutte contre Hegel à l'université française était l'ombre portée d'une lutte des classes assez féroce. Alors, comment se présente cet anti-hegelianisme dans cette French Theory? Bon, tout d'abord, un refus systématique, complet de la dialectique, théorisée surtout déjà par Deleuze qui défend l'affirmation absolue contre la négativité. De là, son éloge de Nietzsche, Nietzsche et la philosophie. Nietzsche, philosophe de l'affirmation du concept, de la production du concept, voilà, c'est déjà un concept très anti-hegelien, sa notion de production de concept. On n'attend pas de voir... il n'y a pas de patience du concept, hein, il faut le produire. Et même à la fin de son œuvre, le dernier Deleuze, on voit dans le Oedipe, y compris ce refus de la dialectique se voit très bien quand on voit par exemple le rôle des machines désirantes. Le désir n'est plus défini comme manque ou comme finitude, il est toujours complète affirmation. Voilà. Refus de la dialectique toujours, la théorie du pouvoir chez Foucault, passionnante. On peut la voir dans beaucoup de dispositifs logiques, mais faute de conception de la totalité, on voit moins ce qui prime. Alors, comment, on peut parler du pouvoir un peu partout, mais comment oublier que dans le mode de production capitaliste, la contradiction la plus importante, c'est quand même le conflit entre le capital et le travail. Autre côté très anti-hegelien de cette philosophie française, la volonté de continuer la philosophie comme style, comme affirmation, le refus de la subsumation de la philosophie dans le stade politique. Alors on le voit chez Foucault, c'est le commentaire infini, chez Derrida, la déconstruction sans fin, chez Barthes, l'écrire comme verbe intransitif. Ou la philosophie vraiment comme pratique théorique. On me dit d'aller vite. Donc, aussi, bon, une critique de Hegel sur le mode d'un malentendu, une critique de la continuité historique, faite notamment par Foucault, le recours à des généalogies nietzschéennes contre un supposé historicisme de Hegel. On voit aussi la critique de Hegel par Althusser dans Lire le Capital, c'est très clair. Rabattre Hegel sur un historicisme absolu, c'est-à-dire une explication du fait qu'il ne comprendrait pas le temps du concept et le temps de l'histoire, c'est totalement réfuté par l'œuvre de Hegel. J'en veux pour preuve un simple exemple dans l'esthétique où il montre que le moment absolu, le sommet de l'art grec, c'est-à-dire la tragédie, survient au moment de la décadence de la cité. On n'est pas du tout dans cet historicisme-là. Bon, du refus de cette histoire-là, on passe au refus de la totalité historique. Alors, tous ces French théoriciens ont développé une forme d'attention au signifiant par refus du référent, refus du contexte, alors, qui a aussi un côté fascinant, une sorte de l'hypertextualisme de la déconstruction, le côté barthésien, le parcours du signifiant chez Lacan, ce défilé de la parole. Alors effectivement, quand ça donne du Barthes avec sa culture classique, c'est tout à fait fascinant. Après, ça peut devenir ce que c'est devenu à l'université française dans le domaine des lettres, c'est-à-dire un formalisme effrayant. Donc il s'agit toujours de gommer un certain contexte contre un historicisme qui effectivement expliquait tout, peut-être par le concept qui était effectivement un petit peu mortifère pour la pensée. On vous dit toujours, bon, l'économie est en dernière instance, comme dit Althusser, mais bon, on ne le fait jamais intervenir. Là aussi, alors que pourtant ça peut être magnifique, même d'un point de vue strictement hegelien, il faut que ce soit un idéaliste comme Hegel, faisant intervenir le rôle de l'économie, par exemple, quand il parle de la peinture flamande. Il va vous dire pourquoi est-ce que la peinture flamande a une telle attention aux objets. Il dit parce que pour qu'un objet soit posé sur une table, pour que la table tienne droite, il a fallu déjà conquérir la mer, il a fallu faire les polders, il a fallu... Alors là, ça peut être magnifique, justement, ce rôle du contexte. Et là, ça magnifie complètement un processus. Bon, de là, toute cette lecture de l'histoire de la philosophie hegelienne qui est remise en cause. On sait que Hegel disait Descartes ou pas de philosophie. Descartes, c'est le pays, enfin la France, c'est le pays de Descartes. Et toute cette French théorie se présente, c'est même Badiou qui le présente comme ça, comme une relecture de Descartes, une interrogation sur Descartes. Parce que la grande affaire de l'époque, c'est déconstruire le sujet, plutôt décentrer le sujet. Alors là aussi, il y a un certain nombre de malentendus. S'il s'agit d'affirmer
l'être, le néant, le devenir, ou l'inconscient freudien, même l'inconscient marxiste, parce qu'il y a un inconscient marxiste, de l'inconscient des rapports de production. Quand Althusser disait que Marx avait fait rentrer dans le continent histoire et Freud dans le continent inconscient, c'est une bévue. Il y a de l'inconscient, bien sûr, chez Marx. Si c'est pour affirmer ça, ou alors une certaine modernité philosophique à la Rimbaud, Jonathan Autre, le jeu est un autre, le développement, tout ça, tout le monde est d'accord, mais dans l'hegeliano-marxiste, il y a une recherche du sujet, il y a une production du sujet. Autant que dans la philosophie libérale, vous avez l'individualisme méthodologique, on pose le sujet comme ça, l'individu. Alors chez les frestoriciens, il y a disparition, mort de l'homme, disparition du procès sans sujet. Chez les hegeliano-marxistes, il y avait recherche de l'individu, recherche d'un sujet transindividuel, collectif. Pensons au jeune Lukács, l'histoire et conscience de classe, notamment l'identité sujet-objet, le prolétariat qui a accompli la philosophie. Pardon pour ce sexisme, mais je ne considère pas que ce soit encore réfuté. Bon, enfin, vous avez le processus de négation, le refus de la négation, encore un concept hegelien. Alors tout ça, ça peut être pris chez Adorno, où là c'est quand même assez argumenté, mais de manière peut-être beaucoup plus rapide chez Althusser. Alors pourtant, on sait très bien que l'instance de la négation chez Hegel, c'est la condition de production d'un individu. Donc voilà à peu près tous ces... C'est pour ça qu'on a eu en fait, on a vu s'affronter en fait dans ce moment-là une sorte d'histoire de la philosophie pré-hegelienne. On avait d'un côté une sorte de fichteisme sartrien, existentialiste, l'affirmation de l'individu, et de côté une sorte de schellingisme de la structure. Alors Sartre disait que le structuraliste était le dernier rempart contre le marxisme. On avait envie de dire, mais l'existentialiste, ce serait peut-être l'avant-dernier, alors justement. Mais à chaque fois, on n'était jamais vraiment dans Hegel. On était toujours dans une sorte de dichotomie kantienne entre le noumen d'un côté, qu'on peut penser sans le connaître, d'où la morale sartrienne du devoir-être, et de l'autre, le phénomène implacable, connaissable que par l'entendement, qui est indépendant de la praxis, du structuralisme. De ce côté-là, les vaches étaient bien gardées. Donc, écoutez, un autre aspect, c'est la déconstruction d'une certaine tradition épistémologique française, que ce soit Cavaillès, Canguilhem, Blachelard. On a toujours dit que la philosophie française, indépendamment de ses influences allemandes, a été marquée par deux courants, Brunswick d'un côté, l'épistémologie, et Bergson de l'autre. Il est évident que c'est le vitalisme de Bergson qui va l'emporter sur l'épistémologie française. Est-ce qu'il faut que on me dit qu'il faut que je coupe. Alors, bon, vous aurez de toute façon les communications à la fin. J'aurai pas le temps d'aborder un certain nombre de réfutations. Il se trouve donc, peut-être chez un penseur comme Michel Kouskar, c'est assez présent. Je vous incite quand même à me lire. J'ai apporté un certain nombre de livres et voilà, on pourra en discuter après. Voilà, merci beaucoup.